Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce jeudi 22 avril 2021. Le processus électoral entamé depuis peu pour l'élection au poste de président et de vice-président de la République semble connaître son épilogue en attendant l'investiture prévue pour le 23 mai prochain. Hier mercredi donc, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 11 avril dernier. Rien n'a varié, c'est bien entendu le duo Talon-Talata qui est élu. Vous entendrez tout à l'heure le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, avec toute la solennité requise dans le bulletin matinal de Ingrid Day. Et maintenant que la messe est dite, c'est la démission de Mariam Chabi Talata de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale qui est attendue. Les tractations se multiplient au Parlement avec tous les castings possibles. L'Union progressiste ne croise pas les bras pour conserver le poste. La possibilité de voir un député du bloc républicain remplacer la colissière de Patrice Talon n'est pas à écarter non plus. Bref, qui pour remplacer Mariam Chabi Talata à la vice-présidence de l'Assemblée nationale? Eh bien, entre collègues ce matin, on s'arrache commentaires et analyses sur cette actualité. Et puis, les femmes du marché d'Antokpa, victimes en début du mois d'un incendie, reçoivent la compassion du gouvernement. Le ministre de la décentralisation était à leur côté mardi pour indiquer les diligences nécessaires envisageables par l'État central. Eh bien, les débatteurs diront deux mots sur ce phénomène d'incendie qui, malgré les mesures prises, semble avoir la peau dure dans ce grand marché international. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est Herman Aniambossou qui nous le rappelle. Il fait venir par ici une praticienne de droit pour parler de la procréation médicale assistée, une pratique dont on ignore souvent tous les contours. Maître Nadine Dossou Sakponou est l'invitée de Dourales Sedles. Elle nous dira un peu plus les contours dans la deuxième partie de cette émission. Enfin, les sports avec Ali Boumouni et la revue de presse avec Narcisse Alossé. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, l'actualité nationale est essentiellement consacrée au processus électoral, notamment la proclamation définitive des résultats. Sinon, la proclamation des résultats définitifs, c'est Fraternité qui annonce les couleurs. Gouvernance du Bénin pour les 5 prochaines années. Le feu vert des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Rendez-vous le 23 mai, jour de Pentecôte pour l'investiture. Victoire du duo Talon-Talata, l'UDBN de Claudine Prudencio rend hommage à la presse et à ses militants. Oswald Padonou, politologue, à propos de la mort de Idriss Déby Itno, c'est un coup d'État militaire. Ces propos à découvrir donc à la page 3 du quotidien Fraternité. Et puis les dernières mutations à la police républicaine. Professeur Ernest Amoussou sur la situation du lac Aémé, le dragage sectoriel est une porte de sortie. Le leader du jour, victoire définitive par KO du duo Talon-Talata, André Zossou s'est réjoui des réalisations du programme d'action du gouvernement qui ont milité en faveur de Talon. Quotidien d'Abaro, lutte contre la COVID-19 à Banikwara. Le conseil communal dote les centres de santé de matériel sanitaire.
Quotidien La Nation, résultat de l'élection présidentielle du 11 avril, la victoire de Talon Talata définitivement proclamée. Et puis production et transformation du riz, des fruits et légumes, Agri-Ressources Group se positionne. Bénin intelligent, résultat définitif de la présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle confirme le chaos. Talon prête serment le 23 mai prochain. Et puis Mariam Chabit Alatazimé, les défis d'un poste historique. Le matinal, la présidentielle du 11 avril 2021, la Cour constitutionnelle proclame la victoire définitive du duo Talon-Talata. Le nouveau mandat commence le 23 mai prochain, nous apprend le matinal. Et donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Bénin, celui du renforcement des acquis pour le développement durable du pays, selon un consultant politique de le matinal. L'économiste du Bénin, interview avec le directeur Constantin Lafia, Ignace Dovi dénonce l'entêtement des promoteurs des structures non agréées. Et puis, passage de l'analogie au numérique, l'Afrique s'exclut de l'industrie de la télévision numérique. Défi Info, confirmation du chaos hier par la Cour constitutionnelle. André Zossou s'en réjouit et appelle à une forte mobilisation autour de Patrice Talon. Et puis séance de remerciement des militants et des médias par l'UDBN. Claudine Prudencio décerne un satisfecit à la presse et renouvelle son engagement derrière Patrice Talon. L'autre quotidien, proclamation des résultats définitifs du scrutin du dimanche 11 avril dernier. Talon entame son second mandat à compter du 23 mai à 0h. La victoire du duo Talon-Talata confirmée par la Cour. Quotidien L'Informateur, pour finir, proclamation des résultats de la présidentielle du 11 avril dernier par la Cour constitutionnelle. C'est définitif, Talon réélu président de la République du Bénin par chaos. Voilà, tout rapide donc des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur la même actualité liée donc à la présidentielle. Gouvernance du Bénin pour les 5 prochaines années, le feu vert des 7 sages. Rendez-vous le 23 mai prochain, jour de Pentecôte, pour l'investiture. Et puis, victoire du duo Talon-Talata, l'UDBN de Claudine Prudencio rend hommage à la presse et aux militants. Oswald Padonou, politologue, à propos de la mort de Idriss Déby, le président tchadien, c'est un coup d'État militaire. Et puis à retrouver aux pages 4 et 5 les dernières mutations de la police républicaine. Professeur Ernest Amoussou sur la situation du lac Aémé, le dragage sectoriel est une porte de sortie. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe, bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril dernier. La Cour constitutionnelle confirme la victoire du duo Talon-Talata. Les résultats sont rendus publics dans l'après-midi de ce mercredi. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année dans les établissements sillonnés à Cotonou et à Boumé-Calavi. Par l'une de nos équipes de reportage, les enseignants s'attellent à améliorer la capacité de rendement des apprenants. Voilà. On va faire un tour à la régie et revenir développer tout cela dans un instant. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Voilà, c'est désormais chose faite. Le président Patrice Talon est réélu. Son duo l'emporte au terme des consultations électorales du 11 avril dernier. Les résultats définitifs ont été rendus publics dans l'après-midi du mercredi par la Cour constitutionnelle. Je vous invite à suivre ici un extrait de la décision de la Cour constitutionnelle rendue par son président Joseph Diobénou. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République,
à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. Ont signé Madame Cécile Marie-Josée de Dravo Zinokwe, Monsieur Razaki Amounda Issifou, André Katari, Fassassi Moustapha, Sylvain Mouati, Rigobert Azon et Joseph Djobé. L'audience est levée. À l'instant, Joseph Djogbeno, président de la Cour constitutionnelle. Ingrid, dès les séquelles laissées par les violences post-électorales, eh bien donc les membres du bloc républicain se sont montrés insensibles face à cette situation et donc entrepris une démarche à l'endroit des blessés à l'hôpital de Cotonou. Oui, Wahab, le parti est allé présenter sa compassion aux soldats victimes des violences préélectorales. C'était mardi dernier, nous rapporte Clément Achadé et Harry Ganti. La situation des soldats blessés lors des violences préélectorales préoccupe le parti bloc républicain. Ce mardi, une forte délégation du parti du Cheval Gagnant est ici à l'hôpital d'instruction des armées pour présenter les compassions du parti bloc républicain à ses militaires. Occasion pour le ministre d'État accompagné des députés et autres responsables du parti d'échanger directement avec ces soldats qui reçoivent ici des soins nécessaires. Salle par salle, la délégation du parti a apporté son soutien à ces soldats qui ont bravement défendu la République. Nous sommes ici cet après-midi, mes amis du bloc républicain et moi, pour voir les soldats blessés, leur exprimer la compassion de tous les membres du parti et surtout leur souhaiter prompt guérison après ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils viennent de traverser. Et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi. Exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et notre soutien au personnel soignant de cet hôpital qui s'occupe si bien d'eux. Au nom des membres du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et sa délégation ont promis suivre de près l'évolution des soins de ces soldats ayant loyalement servi la nation. Le leader du parti du Cheval Gagnant affirme que la justice fera son travail conformément aux dispositions légales pour que les auteurs de ces événements soient identifiés et punis. C'est une occasion pour nous parce que nous avons eu à l'intérieur de nos partis certaines personnes, certaines personnalités qui ont été atteintes dans leur chair par les événements qui se sont passés, les incidents qui se sont passés. Et c'est important que nous prenions les dispositions pour que cela ne se répète pas dans notre pays. Pour que les débats politiques, les discussions, parfois les disputes politiques n'atteignent pas ce degré de violence. Nous espérons que les personnes les plus intéressées par la suite de ces événements, notamment la police, notamment la justice, feront ce qu'il faut pour identifier ceux qui ont participé à ces violences-là et leurs commanditaires, bien sûr, et prendre les dispositions pour que cela ne se répète plus. Le bloc républicain compte revenir le plus tôt possible pour réitérer son soutien à ces soldats considérés comme des héros. Le parti entend par ailleurs jouer sa partition pour que de pareils événements ne se reproduisent jamais au Bénin. On passe maintenant à cette cérémonie de signature de contrat entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations et le groupe international Agricor. C'est un investissement progressif sur 10 000 hectares dans le domaine du riz et plusieurs autres produits agricoles locaux. On fait le point. C'est l'avenir du riz béninois et de plusieurs autres filières agricoles qui est ici scellé par la présente signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et le groupe international Agricorp. Spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole, Agri-Resources Group pose ses valises au Bénin et annonce déjà les couleurs de ses activités. La première sur laquelle nous souhaitons nous positionner,
et évidemment la filière du riz. Il y a un environnement au Bénin pour accompagner cette filière qui séduit tout investisseur. Nous allons identifier les meilleures zones pour pouvoir développer jusqu'à 10 000 hectares à terme. Vous avez vu que nous disposons déjà d'une base d'actifs d'à peu près 90 000 hectares. Nous souhaitons avoir un impact fort sur la contribution à cette chaîne de valeur. Et nous allons le faire progressivement, méthodiquement et enfin en impliquant dans l'ensemble de ces processus les équipes sur place. Ce projet grandeur nature facilité par l'APIEX répond aux objectifs du programme d'action du gouvernement qui allie production, diversification et transformation des produits agricoles avec un point d'honneur sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des opportunités d'emploi. Ils vont travailler d'abord avec les producteurs locaux de riz et ils vont avoir également leur propre production, leur permettant d'optimiser en fait le fonctionnement en fait de leur unité de production. Ça, c'est dans le domaine du riz. Dans le domaine des fruits et légumes, Agricorp va créer des unités de transformation de fruits et de légumes dans la zone économique spéciale. Et ça, c'est très important pour le pays parce que beaucoup d'emplois sont en jeu. Au lieu d'exporter les emplois à l'extérieur en exportant des produits bruts, nous allons les transformer sur place. Ça va nous permettre en fait de créer de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée, de créer des emplois pour nos jeunes aujourd'hui. Et donc, ce que va faire Agricorp, pour nous, est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Grâce à ce projet, le Bénin va sensiblement réduire sa dépendance vis-à-vis du riz importé. Mieux, il pourra transformer son propre riz selon les normes internationales afin de le vendre sur le marché mondial. D'un contrat à un autre, l'Union européenne de son côté s'engage à financer le projet Soutenir l'entreprise. C'est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la plateforme des entreprises européennes basée à Cotonou. Le projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises. Nagui Malagbe et Derumpevi. Voici l'acte qui consacre l'entrée de plein pied dans la phase de mise en œuvre du projet Soutenir l'entreprise. Il a consisté en la signature d'un contrat de subvention de l'Union européenne pour l'opérationnalisation du dit projet, lequel est inspiré et porté conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Eurocham en tant que creuset de la communauté des entreprises européennes basée au Bénin. Cette signature de contrat de subvention témoigne de l'engagement du gouvernement à travers le ministre de l'Économie et des Finances à accompagner les initiatives réelles d'impact sur le secteur privé. Nous avons souhaité créer ce projet afin de soutenir les entreprises béninoises à travers la certification et la plateforme qualité qui était déjà mise en place par la CCI du Bénin, mais qu'on va pérenniser. Et on a choisi 2 volets supplémentaires qui sont le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise afin d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Le dernier volet concerne la formation professionnelle afin de valoriser des corps de métier qui ont besoin d'appui au niveau de la formation technique, mais aussi de la formalisation de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va faire à travers ce projet. Le projet se veut, dès lors, la résultante d'une vision clairement exprimée par le gouvernement du Bénin et soutenue par l'Union européenne pour faire du secteur privé un partenaire stratégique en vue de la transformation structurelle de l'économie en général. À l'issue donc de dialogues structurés entre les différents acteurs, c'est-à-dire Eurocham, CCIB, l'Union européenne et l'UTFED qui représente le ministère de l'Économie et des Finances, il a donc été dégagé des ressources sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement à hauteur de plus de 579 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative et assurer qu'elle soit effectivement opérationnelle. Un secteur privé dynamique et compétitif revêt d'une importance cruciale pour le développement économique d'un pays. C'est dans cet objectif que les projets Soutenir l'entreprise essaient de contribuer à stimuler la création de nouvelles opportunités d'affaires et d'améliorer les compétences des entreprises en vue d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable.
Soutenir l'entreprise va permettre à moyen terme la création de nouvelles opportunités d'affaires, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de même qu'elle pourra favoriser une croissance inclusive et durable. Les examens de fin d'année s'approchent à grands pas. Le programme scolaire étant achevé dans plusieurs établissements, les enseignants s'attellent à améliorer la capacité de rendement des apprenants à travers des séances d'exercice et d'examens blancs. Ulrich Gaba et Moufid Sabouran sont allés dans quelques établissements constater le niveau de préparatifs. Voici le compte rendu. C'est la dernière ligne droite dans les établissements et complexes scolaires du Bénin. Dans la plupart des écoles publiques et privées, le programme établi pour l'année académique 2020-2021 est déjà bouclé. L'heure est à la révision pour aider les candidats à divers examens de fin d'année à mieux se préparer pour affronter les épreuves nationales. Déjà, à notre niveau, les matières dans lesquelles les enfants ont terminé le programme, les professeurs ont déjà commencé par utiliser leur banque d'épreuves, des anciens examens et aussi des évaluations des autres collèges. On les prend collectivement, mais individuellement aussi pour voir leur tas, parce qu'il y a différents examens blancs qu'on organise. Et chaque école le fait au niveau de l'UP. Nous le faisons aussi pour voir dans quelles conditions on peut aider les enfants qui n'arrivent pas à réussir. Aujourd'hui, on a constaté que les enfants n'apprennent plus comme cela se doit les leçons. Donc, à travers les séances de révision, en traitant les épreuves, ils arrivent à mieux assimiler un peu les notions enseignées en classe. L'école et la maison doivent se donner la main. Si le travail qui est fait à l'école n'est pas suivi à la maison, forcément, le résultat ne sera pas bon. Les parents n'ont qu'à venir de temps en temps aussi voir si les enfants sont réguliers à l'école, voir si régulièrement, s'ils suivent les cours, vraiment, ça nous ferait plaisir. C'est une période sensible pour apprenants, enseignants et parents d'élèves. Tout le monde est focalisé réussite, la pression monte à tous les niveaux, le stress s'invite chez certains. Et pourtant, c'est le moment d'harmoniser le programme d'études en tenant compte de l'aération du cerveau de l'apprenant. On doit veiller également à leur santé. Et donc, pour qu'ils soient bien portants, pour mieux rendre. Donc, ça sont les aspects que souvent nous ne négligeons pas. D'autant plus que les enfants sur un rythme qui n'est pas habituel. Donc, il leur faut nécessairement, faut que les parents essayent de voir leur santé. Quand les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas suivre ce que nous faisons actuellement. Donc, ça fait un. De deux, il faut que les parents suivent de près ce que les enfants font actuellement. Parce que beaucoup se livrent à certains jeux. On tombe souvent sur des enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas d'ordre intellectuel. On a par exemple des enfants qui mangent presque pas, qui ne mangent pas à leur faim par exemple. Un enfant avec un ventre creux, c'est difficile de lui demander de réussir tout ce qu'on attend de lui. Comment l'enfant est nourri? La sous-nutrition peut empêcher l'enfant de déceler. Mais la surnutrition aussi, la suralimentation aussi. Et parmi les autres besoins, il y a le repos, il y a le sommeil. Cette période de révision qui constitue le tremplin pour les épreuves nationales est aussi le lieu de prodiguer de sages conseils aux apprenants et aux parents. La veille sanitaire et les besoins vitaux doivent être pris en compte pour aider les apprenants à mieux assimiler les notions acquises en vue d'un bon rendement. L'apprenant ne doit pas tout le temps être collé à son cahier sans pour autant avoir un temps de loisir parce que le cerveau, jusqu'à à des moments donnés, a besoin d'être aéré par des loisirs sains. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est un planning. Un planning pour pouvoir gérer le temps qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour faire ses travaux domestiques, un temps pour le jeu, tout ça là de façon synchronique avec l'emploi du temps de l'école. C'est avec impatience que les apprenants attendent le jour de composition. Mais ils vont devoir encore attendre pour finir l'année scolaire avec tous les examens blancs prévus afin de s'auto-évaluer. Pour plusieurs écoles,
C'est le moment de préparer le bon taux de réussite et les meilleures mentions. On parle santé maintenant dans le but de réduire l'expansion du paludisme au Bénin. Plusieurs stratégies de défense sont identifiées et expérimentées par le gouvernement. Après cette phase, comment s'apprécie le bilan de ce combat à la veille de la 14e journée mondiale de lutte contre le paludisme? Élément de réponse dans ce reportage. À quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, s'active pour honorer ce rendez-vous de sensibilisation sur les causes, les signes, le traitement et la prévention du paludisme. C'est pour marquer la lutte que nous menons face à ce fléau. L'humanité a décidé de retenir une date. Nous profitons souvent de cette journée-là pour intensifier la sensibilisation et sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette 14e édition, les manifestations se déroulent autour de 3 axes majeurs et c'est la commune d'Avrancourt qui va abriter les activités officielles de la journée au plan national dont le thème est « Zéro paludisme, un trait sur le paludisme ». Nous voulons célébrer cette journée dans la zone sanitaire à Djara, à Avrancourt, à Promissété. À cet effet, il est prévu de faire un plaidoyer auprès des élus communaux pour l'implication effective dans les activités de lutte contre le paludisme. Il y a les symposiums, il y a les tables rondes, il y a les campagnes de salubrité que nous allons faire à l'ADI. Au regard des conséquences fâcheuses du paludisme et dans le but d'épargner la population en général, et en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, considérés comme les personnes les plus vulnérables, le Bénin en croisade contre cette maladie depuis plusieurs années déjà s'est doté de plusieurs stratégies de défense contre le fléau. Mais où en est-on actuellement dans ce combat? Oui, tout ce que nous avons mis en place au niveau national ont permis d'avoir quelques résultats en termes d'amélioration. Si je prends l'incidence du paludisme dans les formations sanitaires, nous avons constaté qu'en 2018, on était à 18,8%. En 2019, on est passé à 20,8%. Et en 2020, ça a descendu un peu à 17,6%. Chez les enfants, c'est le même comportement de chiffres. Ça veut dire qu'au niveau du système, les aptitudes et les pratiques des agents de santé ont changé positivement dans la prise en charge du paludisme conformément à la politique nationale de lutte contre le paludisme. Et le gouvernement a pris l'engagement, accompagné des différents partenaires, de mettre à disposition de toute la population des moustiquaires tous les 3 ans. En dehors de cela, nous avons des actions de prévention par les médicaments. En attendant la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la coordonnatrice du programme national prodigue quelques conseils aux populations en cette période de recrudescence de la maladie. Nous abordons de plein pied la saison des pluies. La saison des pluies étant une saison de forte transmission, les conseils que nous avons à donner à la population, c'est déjà de dormir sous moustiquaire, imprégné d'insecticides à longue durée. En dehors de ça, il faut éviter également que les moustiques émergent. Et pour cela, il faut détruire les gîtes autour des maisons, les gîtes lavaires. Donc, les endroits qui assurent le développement des moustiques, il faut les détruire. C'est des petites boîtes remplies d'eau, des pneus, des petits trous où peut y avoir de l'eau stagnante. Donc il faut essayer de les détruire pour éviter qu'il y ait plus de moustiques qui n'émergent. Voilà, c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de journée à vous.
Merci Ingrid. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, nous aurons un autre bulletin et à 13h, la grande édition de la mi-journée, ce serait avec Zakiat Latunji. On va installer maintenant notre plateau de discussion. Hier mercredi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Je vais arracher deux mots chez les débatteurs, André Dossa, Hakim Seydou Seni et Herman Anyambosu. Et puis les tractations qui se multiplient au niveau de l'Assemblée nationale en vue de pouvoir au poste de vice-président occupé jusque-là par Mariam Chabi Talata, la colissière donc de Patrice Talon. Le poste revient à l'Union progressiste, mais les débats se font en ce moment à l'Assemblée nationale. Les chances de voir un homme du bloc républicain occuper cette place ne sont pas à écarter. On fera un commentaire à cet effet. Puis un incendie au marché d'Antokpa. Les victimes ont reçu la compassion du gouvernement. Le ministre de la décentralisation y était au cours de la semaine. On fera un tour de table à cet effet. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomekalavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés, nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Press, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vitesse Press, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur.
Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stade, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Akime Sedossini, bonjour. Bonjour. Herman, bonjour. André, bonjour. Bonjour. Voilà, on a suffisamment élaboré sur cette question, mais cela reste l'actualité. Je parle bien entendu de l'élection ou la réélection de Patrice Talon. Les résultats définitifs ont été proclamés hier par la Cour constitutionnelle. André Dossa, plus de surprise, hein? Tout est consommé. Non, je crois que maintenant, on peut passer à autre chose, passer maintenant à l'essentiel, passer au développement. Les Béninois ont validé cette option le 11 avril. La poursuite de la construction du pays, la poursuite du redressement, la poursuite de la responsabilisation des acteurs, comme l'a proposé, l'a suggéré le candidat Patrice Talon, donc réélu à la tête du pays. Je pense maintenant qu'on peut faire place au rassemblement, essayer donc de combattre les brèches et aussi essayer d'associer. Parce que Patrice Talon sera président de tout le Bénin. C'est un président de tous les Béninois, y compris ceux qui ameutent les chasseurs, ceux qui arment les gens. C'est le président de tout le monde. Il faut donc qu'il puisse œuvrer à un rassemblement de filles et fils du Bénin autour donc, du développement. Oui, je pense que c'est l'article 142 du Code électoral qui le dit. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours, ça veut dire que contrairement aux autres étape où on pouvait permettre à quelqu'un de la société civile, à un acteur concerné de pouvoir déposer des recours. Ici, la loi a été claire, c'est l'un des candidats qui doit déposer le recours. Donc, en l'absence de ces différents éléments-là, la Cour a proclamé les résultats dans le délai qu'il fallait parce que le Code électoral lui enjoint également dans les 5 jours après de pouvoir prononcer le résultat définitif. Place maintenant au développement, puisque Patrice Talon, au cours de la campagne, nous a dit le développement, ça y est, qu'il a déjà posé les jalons, il a déjà fait la fondation, une fondation très solide d'ailleurs, qui nous a, pendant 5 ans, obligés de serrer les ceintures. Donc, place maintenant au développement, un développement quand même, comme l'a dit André, qui va forcément se faire dans le rassemblement aussi, dans une certaine ouverture, parce que justement, et d'ailleurs, c'est à raison qu'un des universitaires a fait la question de savoir quand Patrice Talon disait qu'il va continuer avec son équipe. Est-ce que c'est l'ancienne équipe qui va rester ou c'est faire en sorte que l'équipe soit désormais plus étoffée? Lui-même qui a d'ailleurs dit, quand il n'était même pas en campagne, qu'il a dit au parti politique qu'il allait tenter une ouverture et donc désormais devenir promoteur de ces différents partis politiques-là qui le soutiennent. Je me demande comment ça va se passer. Donc on attend le 23 mai. Le 23 mai étant également jour de Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Peut-être que c'est tout ça là. Pour ma part, ce n'est pas un hasard. Oui, tout à fait. Akime. La Cour respecte La Cour respecte un agenda. Il est prévu selon les dispositions légales que bien. La Cour, après la proclamation des résultats provisoires, au cas où il n'y a pas de contestation, même s'il y en avait, c'est que la Cour va les examiner. Et donc, en absence de contestation des adversaires, bien entendu, la Cour a proclamé les résultats définitifs. Donc, depuis hier, on retiendra de façon officielle et de façon formelle que les destinées de notre pays seront confiées, ou sont plutôt confiées pour les 5 prochaines années à un duo. Le président, c'est Patrice Athanas Guillaume Talon, et la vice-présidente, c'est Mariam Talata Chabizime, épouse Yerima. Désormais, il faut que ce soit ancré comme ça dans la tête de tout le monde et que c'est même possible qu'à l'occasion des examens prochains, qu'on en fasse une question à nos écoliers, puisque c'est l'actualité, bien entendu. Est-ce que c'est place au développement? Moi, je dis que c'est place dans 1 mois à la prestation des serments, parce que de façon formelle, il faut faire les choses en tant que telles. Donc, dans 1 mois exactement, le chef de l'État nouvellement réélu, j'allais dire, va prêter serment pour engager donc la République sur de nouveaux chantiers et pour les 5 prochaines années. Avant cette mois, le 23, les tractations en vue
de la composition de l'équipe qui va guerroyer pour faire changer la donne. Certainement que ça va se faire courant cette période, parce que ce que nous avons vu la dernière fois, 5 ans en arrière, c'est que juste après la prestation de serment, on a déjà commencé par nous dire qu'ils sont ceux-là qui seront appelés à conduire la BAC Bénin pour la distance de 2021 à 2026. Et donc, je crois qu'avant le 23, l'actualité va être certainement des tractations. Du moins, ça ne va pas être officiel, mais c'est une évidence que le combat va se faire à ce niveau pour que juste après la prestation de serment, qu'on se mette au travail. Et là, en ce moment, on commencera par parler des priorités à court, à moyen et puis à long terme. Alors, André Dossa, dans les déclarations du président de la Cour constitutionnelle, il invitait, en fonction donc des dispositions légales, il invitait le président Patrice Talon, nouvellement élu, n'est-ce pas, à faire la déclaration de ses biens à l'institution en charge des comptes, mais pratiquement rien n'a été dit en ce qui concerne la vice-présidente. Est-ce que vous comprenez grand-chose à ce niveau? Bon, vous savez, c'est le président de la République qui prête serment. Oui. On a évoqué ça la dernière fois. C'est lui qui prête serment. La vice-présidente ne prêtera serment qu'en cas donc, de vacance de pouvoir, en tout cas dans les cas prévus par la Constitution. Oui. Peut-être que c'est en vertu de ça qu'il n'a pas été expressément dit par la présidente de la Cour qu'elle devrait déclarer. Je sais que fondamentalement, toutes les personnes admises dans notre nombre de fonctions dans notre pays sont astreintes à cette obligation de déclarer leurs biens. Et quand ça ne se fait pas, nous avons toujours été là pour réclamer, pour dénoncer, pour en tout cas l'évoquer. Je ne sais pas s'il est prévu qu'elle déclare ses biens. Sinon, elle devrait pouvoir le faire, de mon point de vue. Et ça se fait devant donc, la Cour, la Chambre des comptes de la Cour suprême, en attendant, bien évidemment, la création de la Cour des comptes. Alors, Armand, vous avez compris grand-chose? On n'a pas expressément invité la vice-présidente à faire la déclaration de ses biens. Je pense que la loi a été claire, la Constitution a été claire en instaurant la vice-présidence. Elle est vice-présidente, c'est vrai, mais elle n'entre en fonction que quand le président de la République en cas de vacance de pouvoir. Et donc, pour le moment, elle est vice-présidente. Cela veut dire qu'elle ne, pour autant, elle ne gouverne pas le pays comme Patrice Talon. C'est Patrice Talon qui gouverne, c'est lui qui oriente la politique nationale du pays. Et donc, c'est normal qu'il puisse faire la déclaration écrite de ses biens. Mais à part cet aspect, outre cette injonction de la loi, il y a quand même que la loi a également prévu, avant même que la campagne ne démarre, que les candidats puissent faire déclarer le compte prévisionnel de campagne. Je ne sais pas si devant la Chambre, devant la Cour suprême, ça a été fait, parce que la loi a également prévu qu'à la fin de la campagne, on puisse faire une déclaration du compte de campagne. Donc je ne sais pas si des dispositions sont prises pour obliger ces différents duos à pouvoir rester conformes à la loi. Akimé, sur la même question. Non, la prestation de serment, nous l'avons déjà dit avant hier sur le plateau, c'est le chef de l'État, le président lui qui prête serment. La vice-présidente se retrouve dans ses fonctions de vice-présidente, bien entendu. Elle nous prêtera serment, parce que la prestation de serment, c'est nous, tout ce que vous connaissez, et puis à la fin, conduire les destinées du pays pour 5 prochaines années. Elle ne peut pas prêter serment parce qu'elle ne conduit pas les destinées. Ou du moins, si c'était un vice-président, il ne conduit pas pour le moment. De toutes les façons, la Constitution, la loi fondamentale retouchée donc de novembre 2019, énumère, je dirais, le cahier de charge de la vice-présidente. Donc, le chef de l'État élu, réélu, va prêter serment. Et donc, du coup, comme ça devrait se faire, il doit déclarer avant l'entrée en fonction, c'est bien, pour que, on puisse avoir à la fin, parce qu'en le rappelant, c'est que nous avons certainement à savoir qu'il doit avoir fait encore une autre déclaration de biens, parce que quand il entrait en fonction il y a 5 ans en arrière, il a fait une déclaration de biens. Donc 5 ans plus tard, on fait le dépôt pour constater quelles sont, je dirais, les augmentations indues ou dues du fait donc de ces fonctions, de ces nouvelles fonctions de chef d'État. Donc ça va se faire encore, c'est une tradition. Donc le président de la Cour n'a fait que rappeler les dispositions en la matière. Donc je crois que ça ne pose aucunement problème qu'il n'y ait pas eu de fixation sur la vice-présidente, parce que ce n'est pas prévu en tant que tel. Mais au-delà, c'est que toute personne qui est investie de la gestion de la chose publique fait aussi une déclaration de biens à l'égard, exactement comme on l'a rappelé, notamment les élus communaux, les élus
du peuple, des honorables députés, et puis bien entendu, elle qui bénéficie aujourd'hui d'un suffrage universel. D'accord, on parle de la vice-présidente, on va rester toujours avec elle, ce sera notre second panel, et parler donc des tractations au niveau de l'Assemblée nationale, puisque la vice-présidente Mariam Chabi Talata ne peut pas occuper en même temps le poste de vice-présidente de la République et poste de vice-présidente à l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir donc à ce poste, et puis il y a les castings qui se font en ce moment à l'Assemblée nationale. André Dossa, comment vous voyez les choses? Oui, la loi ne permet pas un cumul de fonctions à ce niveau, quoique symbolique que peut être donc le poste de vice-président de la République. Elle, Madame donc Yerima, doit donc rester uniquement dans ses fonctions de vice-présidente et assumer d'éventuelles autres fonctions que le chef de l'État voudrait bien, qu'il plairait bien au chef de l'État de lui confier. Donc il faut pouvoir à son poste à l'Assemblée nationale, le poste donc de vice-président. Effectivement, les tractations sont en cours et beaucoup de noms circulent. Il y a des rumeurs qui font état de ce que l'Union progressiste voudrait conserver son poste de vice-président. Parce qu'on rappelle que Mariam Chabi Talata est de l'Union progressiste. Elle est suppléante notamment du ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia. Alors, il semble que également il y a une probabilité concernant monsieur le général Robert Bian. Vous savez que lorsqu'il a été question de désigner un candidat à la vice-présidence, un colistier pour le candidat Patrice Talon, les noms, notamment les deux personnalités qui avaient semblé tenir vraiment la corde, il y avait Sakalafia pour l'Union progressiste et puis le général Robert Bian. Ici même, on a pu relever que le général Robert Bian paraissait, n'est-ce pas, en tout cas au-dessus, en tout cas favori de ce choix-là, quand tout à coup, brusquement, soudain, si vous voulez, il y a eu donc ce contre-pied parfait du chef de l'État qui a choisi donc une femme. Une femme. Donc aujourd'hui, lorsque la question se pose de savoir qui va remplacer, il semble que pour essayer quand même d'éviter quelques frustrations et aussi permettre quand même au général Robert Bian de jouer pleinement son rôle de quand même un des leaders de la majorité au pouvoir aujourd'hui, et lui conférer le poste de premier vice-président, je crois que ne serait pas superflu. Ça également va permettre aussi qu'il soit du bloc républicain, de calmer certains de ses partisans qui quand même avaient mal vécu le choix donc de Mme Talata à son détriment. Donc je crois que semble-t-il ce qui va se faire, c'est-à-dire lui il monte, n'est-ce pas, d'un cran, et maintenant il faudra pouvoir plutôt au poste de deuxième vice-président, et ça devrait pouvoir revenir à l'Union progressiste, et au nom, il y a des noms qui circulent. On va revenir sur cet aspect, on va rester d'abord, on va rester d'abord sur ce poste de vice-président. Est-ce que le casting qui va amener le général Robert Bian à ce poste vous paraît le meilleur? Il était meilleur. Le casting qui faisait de Robert Bian comme le favori pour le poste de vice-président de la République. Comme l'a dit André, tout à coup, soudain, brusquement, nous avons été... il y a eu un contre-pied parfait, quoi. C'est-à-dire que personne ne s'y attendait. Un arbitrage parfait de Patrice Talon. C'est vrai qu'il ne faut plus remuer le couteau dans la plaie, mais franchement, quoi, personne ne s'attendait à ce ticket que finalement jouerait le candidat et désormais président Patrice Talon, parce que je crois qu'à 99,99%, eh bien, on avait misé gros pour que ce soit le deuxième vice-président qui se trouve être vice-président de la République. Ça fait partie du passé. Et donc, je crois que, comme l'a dit André, il va se jouer certainement la carte de la compensation par rapport au général Robert Bian, qui quand même, dans son allure, dans la posture qu'il a prise, mérite quand même, je dirais, d'arborer cette étoffe de vice-président ailleurs, et maintenant peut-être vice-président premier au niveau de l'institution parlementaire. Je n'ai pas envie de croire que ça va se jouer encore contre nous en termes d'analyse, mais oui, je crois que cette fois-ci, ça ne va pas rater. Ça va pas rater. Je crois que ça ne va pas rater. Il ne faut pas qu'on nous sorte encore nos analyses pour dire, mais franchement... Vous paraissez bien rassuré là. Non, cette fois-ci, j'ai l'impression que
ça ne ratera pas. Parce que quand il n'y a pas de compensation, c'est-à-dire que toutes les forces politiques présentes, c'est-à-dire l'Union progressiste et le Bloc républicain, ne jouent plus sur la corde de non, nous voulons, il faut que ce soit nous, on tient à ce que ce soit le conseil radical sur sa position. Je crois que toute analyse faite se sont dit que quand même, quoi, il faut finalement que on puisse concéder ce poste-là, parce qu'il y a bien de considérations peut-être farfelues qui peuvent militer en faveur, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais juste considérer qu'une compensation va se faire et le poste de premier vice-président de l'institution parlementaire reviendrait au général Robert Bihan, qui, comme il l'a fait constater, a quand même l'étoffe pour pouvoir jouer ce rôle. Herman Anyambosu, vous voyez une forme de service, je dirais, de justice rendue, n'est-ce pas, à Robert Bihan, si entre-temps le Bloc républicain fermait les yeux pour permettre donc à ce que, l'Union progressive fermait les yeux et permettre donc à quelqu'un du Bloc républicain occuper ce poste de vice-président? Non, je pense que ce qui est d'abord clair, c'est que la Constitution, même si ça permet désormais à quelqu'un qui est ministre de pouvoir reprendre son fauteuil au Parlement, ici, il n'a pas été dit expressément pour la 8e législature que la loi pouvait rétroagir. De sorte qu'aujourd'hui, avec le départ de Madame Yerima, donc Chabi Zimé Talata, épouse Yerima, le poste de député qu'elle occupe au Parlement, son siège en tant que député d'abord, ça devient vacant, parce qu'il n'y a pas de suppléant de suppléant. Oui. Donc, je pense que c'est d'abord un premier aspect. Second aspect, on a quand même vu, on a reçu l'honorable Degla sur ce plateau qui nous disait qu'en tant que superviseur départemental de sa zone, il avait eu en tant que BR à travailler avec des gens de l'UP et des gens d'autres partis politiques qui soutenaient Patrice Talon pour le compte de cette présidentielle. Donc, du coup, pour ma part, je pense que cette guerre qui consiste à dire non, l'UP a travaillé exclusivement, donc c'est l'UP qui doit. Je pense que pour ma part, ça doit pouvoir disparaître parce que désormais, ils savent qu'ils jouent pour le même arbitre en fait, pour le même coach, pardon. Et donc, je pense que pour ma part, ce serait justice rendue si Robert Bihan occupe ce fauteuil-là, parce que justement, il a contribué. J'ai souvent, c'est en mémoire encore, le rôle combien important qu'il avait joué en 2015 dans ce pays pour qu'on puisse avoir la seule voix. La seule voix qui sauva dans cette période-là. Je pense que c'est 2015, c'était la seule voix là, c'était la voix du peuple. Oui. C'était un peu comme la main de Dieu de Maradona, quoi. Donc voilà. Attention par contre, pas se faire des illusions. La synergie qu'on a notée pendant la présidentielle entre les partis d'ici à moi ne va pas tarder à laisser place aux querelles fratricides auxquelles ils nous ont justement exposés, auxquelles on a assisté de la part donc de BR et de UP. Dans le cas d'espèce, l'UP a la majorité et devrait facilement pouvoir mettre son poulain à la tête, donc à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il me semble que ça va être Augustin Onwebla. Mais vous savez, les deux postes, premier ou vice-président, c'est la même chose en fait. C'est peut-être l'ordre de préséance. La préséance n'est pas négligeable, il faut le reconnaître. Bon, si on veut. Mais le président n'est pas là, quand le président n'est pas là, que le deuxième pourra prendre. Déjà, dans le choix, dans celui qui semble être le porte-flambeau de l'UP pour ce poste-là, Augustin Onwebla, moi je ne suis pas surpris. Que ce soit lui, et je ne le vois pas en train de tirer sur ces détails-là, parce que au fond, ça ne compte pas en tant que tel, pas la présidence qu'on a évoquée là. Je ne vois pas. Je crois que c'est tout mérité qu'il puisse être désigné, n'est-ce pas, pour être deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et le général Robert Bihan et le Augustin Onwebla, à plusieurs reprises, on a vu les deux, n'est-ce pas, travailler ensemble. Ouais. Donc c'est des amis, c'est des frères. Je ne vois pas l'un, n'est-ce pas, empêcher l'autre de monter quand même d'un cran. Il faut peut-être définitivement croire que le général Robert Bihan a un destin de vice-président. Il a raté de justesse la haute vice-présidente de la République. Il est quand même il est quand même parti favori pour occuper ce poste. Alors, on va descendre un peu au niveau du poste du second vice-président, tel que vous l'évoquiez tout à l'heure, André Dossa. Là aussi, les noms ont circulé. On a entendu le nom de Augustin Onwebla. Il y a eu également des noms comme Gérard Agonossi, Orden Aladati et autres. Vous voyez, ça communication, je ne vous arrête pas.
sur les femmes. Ah non, on devrait maintenir une femme. Le chef de l'État reste fidèle à sa logique de promouvoir la femme. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une femme quelque part qui voudrait bien, qui voudrait bien se retrouver parmi les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, dans cette multitude, je dirais, de candidats à ce poste et de potentiel, parce que la potentialité ne manque pas dans le rang donc, de ces députés. Quelle est votre appréciation, Hakimé? Non, vous avez cité bien de noms et je constate qu'il y a un dénominateur commun au niveau des têtes qui sont ou des personnalités qui sont proposées. C'est qu'elles, pour l'instant, les noms que j'ai entendus, ils appartiennent tous à l'Union progressiste. Oui. Agonkran, c'est l'Union progressiste. Gérard Benoîchi, c'est l'Union progressiste. Augustin, bien entendu, l'Union progressiste, coordonnateur de l'Union progressiste dans sa zone. Je crois que c'est l'unique législature à laquelle Augustin a appartenu et où ça n'a pas joué des rôles très importants. Oui. Mais malgré ça, et c'est ça, je dirais, est-ce que j'appellerais ça l'efficacité ou la sagacité d'Augustin Rouebla, c'est que même n'étant pas dans le bureau, n'étant pas au niveau de certains accords, il est pratiquement, comme je dirais, la plaque tournante de bien de choses au niveau de l'institution parlementaire. C'est un monsieur très habile, ça il faut oser le dire. On a beau tout dire, Augustin est très futé, très habile. Il sait s'inviter quand il veut vraiment s'inviter, à moins que, qu'il n'ait pas d'intérêt particulier à apporter, peut-être, je dis, sa pierre, mais quand il pense qu'il peut apporter sa pierre à quelque chose, il y va, et franchement, il va avec tout le bagage qu'on lui connaît. Donc, quand je jette un coup d'œil sur les propositions qui sont faites, je ne pense pas que ce soit Agonkran qui ait du mal à savoir que Augustin a été choisi pour occuper le poste de deuxième vice-président. Ça, franchement, quoi. Et donc, en termes d'expérience parlementaire, Augustin, il en a. On a beau tout dire peut-être jeune, mais vieux de par, je dirais, son parcours parlementaire. Donc, je crois que ça va de soi que Augustin soit choisi ou proposé donc au poste de deuxième vice-président de l'institution parlementaire. Non, ça va être justice rendue pour ce qu'on sait de lui. Et comme je l'ai fait, en termes d'expérience au niveau, je dirais, des productions parlementaires de sa présence, Augustin a quand même quelque chose qui peut peser dans la balance. Alors, à ce poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Herman Anyambossou, qui voyez-vous à ce niveau? Puisque, comme on l'a dit, les noms sont nombreux, au-delà donc de Augustin Rouebla, je citais tout à l'heure Oden Aladati, il y a eu également Gérard Benoîchi. Le mot me revient sans cesse, c'est le mot consensus. C'est comment est-ce que les acteurs politiques concernés parviennent à trouver un consensus autour d'une personne. Parce que si on devrait tenir compte du parcours parlementaire de quelqu'un ou des pratiques parlementaires de quelqu'un, on n'aurait pas vu Mme Talata, vice-présidente du Parlement, parce qu'elle venait à peine d'être élue. Donc je pense qu'ici, je me demande si... d'abord positionnée comme, je dirais, suppléante. Je me demande si ce matin, on n'aurait pas quelqu'un qui va dire, bon, ces petits-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Parce que, un peu comme l'a dit l'autre, ces petits-là, le petit, parce que... L'époque des petits, non? Il faut grandir. On parle de la saison des petits. On a été petits il y a longtemps, donc si on tient compte de l'année où on a été proclamé, déclaré petit. Il y a le temps d'oublier. Quand ça nous appelait petit, moi, je n'étais pas encore père de famille, mais je le suis aujourd'hui, donc je n'accepterai pas qu'il soit traité. Alors, Herman, vous étiez dans vos développements. Donc, oui, il faut qu'il y ait un consensus quand même autour de ces personnes-là pour que, au sein des différents partis politiques, qu'il n'y ait pas de croc-en-jambe, qu'il n'y ait pas de peau banane, parce que une chose est qu'on désigne quelqu'un, qu'on impose la personne à ce poste-là, mais l'autre, c'est comment cet acteur politique travaille autour de lui à réunir, à fédérer les énergies. Si tout cela n'est pas bien orchestré, ça pourrait fissurer les différentes formations politiques. Alors, André Dossa, on semble voir une forme de potentialité chez les candidats à ces postes, mais également un travail d'humilité à ce niveau également. Ouais, déjà demander aux candidats de l'UP de céder la première vice-présidence malgré donc la majorité que ce parti détient. Oui, c'est tout à fait, je crois que c'est tout à fait humble de la part du parti d'ailleurs. Du parti et puis qui détient la majorité. Maintenant, vous savez, nous sommes en politique.
ce sont des négociations, des discussions, des ententes, des compromis entre acteurs. Donc, nous, on est là pour supputer, apprécier, commenter. Apprécier, commenter. On est parfois amené à constater de la jalousie ou de la frustration, là où parfois il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, je crois que ça va être une formalité. Sans doute que les acteurs se sont déjà accordés sur comment aiguillonner les choses. Et puis, dans les heures ou les jours à venir, on pourra voir ce qui a concrètement été décidé. D'accord. Alors, Hakimé, est-ce que vous ne pensez pas que l'absence d'humilité peut peut-être faire capoter les choses? Oui, certainement. C'est sûr que ça a manqué quelque part à un moment donné. Je dirais des tractations en vue de la promotion de tel ou tel autre poste. Et donc, je crois que je suis suffisant. Le débat qui se fait là, en ce moment, au niveau de l'institution parlementaire, je crois que ce n'est plus un débat de majorité. C'est beaucoup plus un débat de consensus. Oui. Si on ne doit pas de majorité, c'est clair que... Parce que si c'est majorité, l'Union progressiste dort dans la majorité. Maintenant, cette majorité ne va pas être confortable que lorsqu'entre-temps elle vient, on jette un coup d'œil. C'est pour ça que dans la première... quand on élaborait sur le premier panel, quand André disait qu'il faut... une certaine ouverture. Voilà, c'est que... À un moment donné, en termes de gouvernance de la chose publique, il faut aussi faire profil bas pour que ça bouge, pour que les lignes bougent. Donc, je ne pense pas que le débat se fasse au niveau de l'institution parlementaire en termes de... Nous sommes majoritaires, donc du coup, ça nous occupe la grosse partie du gâteau. Si vous le dites, c'est qu'à un moment donné, ça peut jouer contre vous. Et donc, je crois que tous les éléments ont été certainement mis bout à bout. Sinon, qu'en termes d'ambition, il doit en avoir suffisamment. Il y en a aussi, comme je le faisais constater en termes de pratique d'expérience parlementaire, il y en a qui sont là, tapis dans l'ombre, qui ne disent rien, mais qui ont de l'expérience, qui sont là depuis, bien évidemment, qui accompagnent, qui ne font pas de bruit. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a. C'est un peu comme dans les matchs de football où vous avez 11 joueurs, mais c'est à peine 2 dont on parle de leur célébrité. Si on devait les mettre seuls sur le terrain, ils ne feront rien. Exactement. Donc, du coup, il y a que le travail va se faire en termes de mettons-nous ensemble pour qu'on puisse négliger certains éléments pas du tout pesants dans la balance, que ça bouge. C'est pour ça que les noms ont été cités comme ça, pas une 4 ou 5. Sinon, ne pensez pas que d'autres députés n'ont pas envie de se voir proposer comme on dit, pourquoi pas. Exactement. Qui a refusé de gagner les millions, on va dire l'autre. Mais bon, on se dit quand même qu'à un moment donné, il y a des choses qui se dessinent d'elles-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de trop tirer sur la corde. D'accord. Votre mot de conclusion. Ce qui est clair, nous parlons ici d'un Parlement, le Parlement qui aujourd'hui constitue le haut lieu. Quand on dit haut, mettez haut en tout en majuscule, le haut lieu de la politique, le lieu des dribbles, des crocs en jambes, le haut lieu des génuflexions, le haut lieu même des attaques à deux pieds. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, André a évoqué l'autre cas où on dit il faut une femme. C'est encore une autre paire de manches dont il faut tenir compte. Parce que justement, c'est aussi ça la politique. Et si la frustration passait par là également, il faut trouver la formule. En tout cas, je pense qu'il faut laisser le temps à nos parlementaires de nous surprendre, mais agréablement. Agréablement. Qui croit en cette chance et en cette capacité d'être premier, deuxième, première, on va dire non, ou deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais elle va se donner les moyens. D'où la communication que j'évoquais. J'ai lu ça, même pas plus tard qu'hier soir. Voilà. Mais c'est clair, je crois que ce qui va se faire, c'est Robert Bien, premier vice-président, et Goucham Mbebla, deuxième vice-président. Voilà. Alors, on va prendre cela comme des pronostics. Au-delà des pronostics de la presse, c'est comme l'a dit la star ou l'artiste de la musique, c'est congolaise ou ivoirienne, Pierrette Adams, soit vous prononcez, voilà, ou vous taisez à jamais. Donc, D'accord, on va changer de panel. Que là, on se retrouvera bientôt à 81 députés. Oui, ça c'est un détail non négligeable. Après, donc, le chiffre qu'il faut aussi proposer pour que nos enfants le sachent. Parce que c'est possible que pour les années prochaines, qu'on leur demande il y a combien de... Ça fait une leçon d'histoire en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de la relecture profonde des tests, je pense qu'il faut qu'on voit comment on fait pour que
le nombre de députés ne puisse pas diminuer parce qu'il y a des morts. Il y en a qui pensent déjà à trouver une solution, à savoir trouver désormais un autre suppléant du suppléant pour que désormais on puisse parer à ces différentes... On va certainement élaborer les prochaines fois sur cette question parce que effectivement quand on prend le cas de Démolé Moko qui est donc le suppléant du ministre de la décentralisation, Alassane Seydou est donc au ministère, lui il est décédé, le poste est resté vide puisque comme vous l'avez dit, les tests n'ont pas prévu le suppléant du suppléant. C'est la même chose qu'on va noter au niveau donc de Mariam Chabi Talata, puisque une fois élue vice-présidente de la République, si elle cède son fauteuil, il y a déjà un début de solution, on va dire, parce que désormais, vous pouvez revenir dans vos fonctions de député lorsque, par exemple, la fonction nouvelle où vous êtes promu cesse. Retourner prendre votre siège. Donc, peut-être lorsqu'il y a des vacances, des difficultés de suppléance. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Puisque quand vous ne revenez pas... Il faudra forcément améliorer. Il y a des débuts de solution. C'est pas forcément ça la solution. Peut-être d'ici 2023, il peut y avoir avec la 9e législature pour pallier justement cette... situation. D'accord. Alors, on va revenir maintenant sur ce phénomène qui a la peau dure au marché d'Antokpa. Je fais allusion donc aux nombreux cas d'incendie qui se multiplient. En début du mois, donc, on a enregistré un autre cas d'incendie et donc les victimes ont reçu au cours de la semaine la visite du ministre de la décentralisation qui est allé témoigner, je disais, la compassion du gouvernement à ces femmes victimes d'incendie. Hakim Seydou Seni, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, pas pour choquer, mais je trouve que c'est un peu folklorique parce qu'il faut qu'enfin on trouve une solution. Il y avait eu un balai. Une solution qui va au-delà. Il y avait eu un balai impressionnant. Celui de cette semaine, c'est le ministre et puis le directeur général de la Sogema. Avant ça, vous vous souvenez, c'était pratiquement. On était à la veille d'une échéance électorale. C'était les candidats, c'était plusieurs personnalités politiques qui se sont déployées au niveau du marché d'Antokpa. Dans la foulée, on nous a annoncé des dispositions drastiques qui sont prises pour éviter des situations du genre. On a même, dans la foulée, aussi annoncé la création du marché pour pouvoir désengorger ce qui se fait. Donc, voilà. Et puis, il y a eu quand même des grincements de dents par endroit. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il faut forcément qu'on trouve une solution. On me dira que non, même seul dans sa maison, il y a des incendies qui surviennent. D'accord. Mais j'estime qu'il faut forcément qu'on touche le mal à la racine. Parce que là, oui, le ministre est allé. Qu'est-ce qu'il nous dit que demain ou après-demain encore, on ne va pas assister peut-être à une imprudence de quelqu'un pour qu'il y ait encore des cas d'incendie, franchement. Et puis vous vous souvenez aussi qu'en son temps, il y avait eu une collecte de fonds. Je crois que les femmes dans la foulée se sont plaintes de ce qui est bien. On ne sait pas comment est-ce que ça a été distribué. C'est beaucoup de choses. Donc, il est allé la dernière fois, on a fait aussi des promesses, on va les soulager, on leur viendra en aide. Mais je pense que ce n'est pas forcément ça la solution. C'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'en sied pour réfléchir sur la sécurité des lieux. Je pense que c'est très, très important. Le scénario développé au cours de la semaine ne vous paraît pas le plus adéquat? Ça ne me fait pas bouger. André Dossa, quelle est votre lecture de ce phénomène qui devient récurrent au marché d'Antokpa? Les incendies, sans doute liés à l'imprudence des usagers et la méthode qu'on propose pour corriger les choses. Vous savez, le marché d'Antokpa, ce n'est pas un marché qui a été conçu dès le départ avec un plan d'occupation, un plan de sécurité, ainsi de suite. On essaie chaque fois de colmater les brèches. On essaie d'apporter des solutions aux différents problèmes qui surviennent dans la vie de ce marché. C'est peut-être le moment d'accélérer certains chantiers, de délocalisation de certaines dimensions du marché, de certains compartiments du marché, le marché de gros, c'est pas Glodjibé ou bien où, en tout cas dans la commune d'Abomey-Calavi, on voudrait déplacer, construire une galerie pour un certain nombre notamment les gens qui occupent l'immeuble marché d'Antokpa, c'est-à-dire
comment on appelle ça, à l'étage, les gens qui vendent donc pourquoi le mot m'échappe, les objets de valeur, les perles, les bijoux, voilà quoi, donc qu'on voudrait construire. Je crois que c'était prévu pour le stade de l'amitié dans le cadre du projet de reconstruction de ce complexe, de réflexion de ce complexe. Et il faut peut-être aller sur ces chantiers-là, les accélérer. Ça permettra d'avoir plus de facilité pour mieux organiser ce qui va rester, et pour mieux sécuriser. Vous proposez entre autres donc le désengorgement. Mais il faut désengorger, M. Tantokba. Déjà, l'espace, me semble-t-il, ne suffit plus. Le marché continue de s'agrandir. Ouais, ça accueille toujours de nouveaux marchands. Je crois qu'il faut aller vers ces solutions-là. Sinon, on va continuer de pleurer sur les renversés. On va continuer d'exprimer les compassions et de déplorer des dégâts que causeraient donc d'autres cas d'incendie. Il faut accélérer ces différents chantiers. Moi, je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour sauver n'est-ce pas, ceux qui peuvent encore être par ce marché. D'accord. Herman? Oui, moi, la solution, c'est comment on fait pour éviter de tels incendies dans un marché. Parce que n'eût été l'intervention, même si elle est tardive, des sapeurs-pompiers, peut-être que c'est tout le marché qui serait embrasé par cet incendie-là. Parce que l'incendie, et justement, c'est sur ce point qu'on ne nous dit pas, et je ne sais même pas si nos enquêteurs ont tous les éléments pour enquêter dans ce sens. On ne nous dit pas si c'est un incendie criminel, si c'est un incendie... il y a une maladresse. Parce que justement, quelqu'un qui a fini de dévaster un magasin peut mettre feu à ce magasin-là juste pour qu'il y ait ce qu'on appelle... Pour nettoyer les traces. Pour nettoyer les traces. Donc, je pense que c'est comment on fait pour que, même quand on aurait construit le marché de gros de Glo-Digbé, qu'on puisse mettre des éléments pour que de tels incendies ne puissent pas. Parce que là-bas, on dit marché de gros. Ça veut dire que des gens ont forcément de grands magasins dans lesquels ils pourront stocker leurs produits. Et donc, si le gardien finit de commettre son forfait et qu'il met feu, on dira encore le marché de gros a pris feu à Glo-Digbé. Donc, c'est comment faire pour que ce qui a souvent été l'objet ici de situations malencontreuses à Tantokba ne puisse pas se répéter dans le marché de gros. Hormis le seul cas où un véhicule de transport de Payo a pris feu, donc pour lequel on a identifié clairement que c'est parce que son véhicule a pris feu que le marché a été... Il n'y a jamais eu de cas d'incendie, on nous a dit oui. Voici les causes réelles et nettes. Donc je pense qu'il faut également, quand on élabore, il faut nous proposer également des solutions dans ce sens. Akimé, est-ce que vous voyez les choses également dans ce sens? Parce que la plupart du temps, on n'a pas les causes réelles des incendies. Encore quand on sait aussi qu'il y a l'indiscipline des usagers, le vent de l'essence à côté, et puis à la droite, vous voyez une autre dame qui est peut-être en train de frire l'igname, ce que nous appelons Tevipo Atako. Les chances de voir l'essence et le feu embraser le marché sont nombreuses dans ce cas de figure. Oui, exactement. C'est certainement parce que ça n'a pas souvent abouti. Il n'y a pas eu de clarification en termes de réelles causes de ces Avons-nous besoin de sensibilisation encore dans ce sens? Non, avant même de parler de sensibilisation, c'est que les incendies sont survenus plusieurs fois. Et les sapeurs-pompiers sont descendus sur le terrain. Et il faut aller circonscrire le mal. On va et puis on trouve la solution. Mais ça part d'où? Qu'est-ce qu'est la base? Parce que tant qu'on n'a pas les raisons, on n'a pas les éléments qui sont à la base des incendies, c'est qu'on n'arriverait pas à sensibiliser. On sensibilise les occupants par rapport à quoi? Par rapport à rien. Si entre-temps, c'est le disjoncteur qui a sauté, entre-temps, c'est peut-être la dame en partant qui n'a pas pris le soin de gérer, je dirais, l'énergie à l'intérieur, du moins, en tout cas, bien de choses autour. Si on n'a pas su ça, c'est que, la personne qui était à la base ne saura pas que c'est de son fait, de sa malutilisation, je dirais, de l'installation qu'il y a eu incendie. Et donc, je suis d'accord avec Herman qui dit qu'il n'est jamais arrivé qu'on nous dise avec exactitude. Peut-être que nous ne sommes pas allés chercher l'information, mais ce qui n'a été jamais officiellement dit que c'est elle qui est à la base de cet incendie. Donc, du coup, comportez-vous autre mesure. Peut-être qu'on s'est dit que la manière dont les fils sont installés, ça ne fait pas intéressant. Donc, du coup, ça fait partie des éléments qui ont motivé le fait qu'on ait pris l'initiative de créer ou de construire le marché de gros. D'accord. Mais si c'est le cas, c'est qu'en attendant que les occupants vident les lieux, il va falloir qu'on leur dise quels sont les comportements qu'ils doivent adopter dans l'enceinte même du marché pour éviter ces cas d'incendie. Le dernier cas d'incendie, c'était en pleine journée. Oui. C'était aux environs de 14h, 15h, puisque j'étais un peu dans la zone d'Akpakpa. Et donc, on doit quand même pouvoir nous dire que ça peut se passer. Avant ça, c'était nuitamment. Oui. Donc,
vous voyez, les périodes sont différentes. Donc, certainement que et les causes aussi différentes. Forcément, ça doit être des causes différentes. Donc, je crois qu'il aurait fallu quand même qu'on puisse savoir que les personnes qui occupent soient sensibilisées, qu'elles sachent quel comportement adopter pour éviter l'étudiant. Sinon, on a beau les déplacer, le marché de gros aussi, c'est... je dirais les mêmes raisons qui ont été la base des incendies au niveau du marché d'Antokpa, on les aura encore avec les nouveaux marchés qui sont en train d'être construits. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut forcément qu'on puisse mettre le doigt là. Pessimiste. D'accord. Oui, pessimiste. Oui. Vous savez, maîtriser les départs de feu à Antokpa revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous voyez la densité de ce marché. Je suis d'accord. Par contre, on peut faire respirer ce marché en délocalisant certains compartiments. Il y a des secteurs de ce marché. Le désengagement dont vous parliez tout à l'heure. La délocalisation, en délocalisant, on ne peut pas commettre les mêmes erreurs qui aujourd'hui sont à la base des incendies qui sont récurrents dans ce marché d'Antokpa. Vous savez, les nouveaux marchés modernes en construction ont plus de sécurité, offrent plus de garanties que Tokpa, qui, avec le temps, s'est installé, s'est agrandi et continue de façon sauvage. Ouais. Comment installer des bouches d'incendie dans le marché d'Antokpa tel que ça c'est là? Regardez comment c'est installé. Ça va être très difficile, très compliqué. C'est pourquoi moi je disais que ma conviction, c'est qu'il faut délocaliser des secteurs de ce marché vers d'autres endroits. Ça va respirer. On pourra circuler dedans. Parfois, même quand il y a problème, les forces de sécurité, on demande à au site de... un sinistre à Tokpa où on a dû faire appel aux véhicules de l'aéroport, les sapeurs-pompiers de l'aéroport, et le gros véhicule pour accéder à Tokpa, ça a été la croix et la bannière. Il y avait tout le Bataclan, l'armée, le chef d'état-major de l'époque, je crois que c'était le général Mathieu Boni. Ils étaient là sur le terrain, mais on voyait tout consumer. Le moyen de ralentir, les flammes existaient, étaient là, mais ne pouvaient pas circuler. On avait de difficultés à accéder au site. Au marché. Donc, a dit, au lieu de rester là, nous morfons sur les mêmes situations, chaque fois, chaque année, parfois chaque mois, je pense qu'il faut accélérer. Il faut prendre quelques mesures courageuses également. De toute façon, Tokpa n'a pas vocation à rester dans le marché international de cette envergure-là et dans les mêmes emplacements. Je crois qu'il faut agir. Il ne faut pas avoir peur de poser certains actes. Je crois que pour que Tokpa respire et pour qu'on conserve ce patrimoine-là, il faut lui offrir plus de sécurité en délocalisant. On n'a pas besoin de tout laisser en l'état. Il y a des secteurs de Tokpa qui peuvent mieux fonctionner ailleurs. Il faut délocaliser, il faut déplacer certains marchands pour que le marché respire, pour que ça soit mieux organisé. Sinon, on n'a pas fini encore de nous plaindre. Emmanuel Niambossou, ce serait votre mot de conclusion. Péremptoire et en disant le développement, ça y est, on peut croire que Patrice Talon a pris la mesure de la situation, surtout que le marché de gros en construction à Aglo-Djibé a déjà été, les travaux ont déjà été lancés. Je pense que, comme l'a dit André, on ne commettra pas l'erreur. Même si à la décharge de nos cadres, on a pu quand même constater qu'il y a des cadres béninois qui ont... Mais avec Patrice Talon, il y a un changement, c'est que quand on veut faire quelque chose, on le fait dans les règles de l'art, en faisant en sorte que ce qui est fait puisse profiter aux occupants. Et je veux croire que le marché de gros qui va être construit à Aglo-Djibé respecte également ces différentes normes-là pour que de tels incendies ne puissent pas survenir à la longue. Amana Niambossou, merci. Akime Seydou Seni, merci. André Dossa, on va se retrouver la semaine prochaine. Mais Herman, vous revenez dans un instant avec Madame Maître Nadine Dossou Sakponou. Elle est avocate au barreau du Bénin. Avec elle, on va parler de la procréation médicale assistée. Elle nous dira ce qu'il en est. Voilà. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés.
95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rebonjour Eman. Oui, bonjour à vous également. La loi est dure, mais elle reste la loi. Tout à fait. Et on parle ce matin de l'assistance médicale à la procréation, ce qui est encore désigné sous le vocable de procréation médicale assistée. Et pour en parler, c'est le Code de l'enfant qui en dispose dans ses articles 51 et suivants. Le principe est clair. C'est établi que l'assistance médicale à la procréation est autorisée au Bénin. Parce que jusqu'à une date récente, on n'en parle que dans les pays occidentaux. On pense qu'au Bénin, c'est pas possible. C'est clair que ça c'est autorisé. Et pour définition, elle désigne l'ensemble des méthodes permettant la procréation lorsque celle-ci ne peut se réaliser dans les conditions naturelles, à savoir, entre autres, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. Article 51 que je viens de vous livrer ainsi. Oui. Et donc, pour en savoir plus sur ce qu'il faut entendre au-delà de cette définition de la procréation médicale assistée, nous avons interrogé pour vous Maître Nadine de Soussakonou. Elle est présidente de l'AFA Bénin, Association des femmes avocates du Bénin. Oui. Et donc, on va d'abord entrer dans la définition de la PMA. On la définit comme des méthodes techniques médicales qui permettent à un couple d'avoir des enfants. Et c'est assez réglementé donc au Bénin. Et ça consiste en fait à soit un transfert d'embryon, soit des inséminations artificielles, ou soit ce qu'ils appellent la conception in vitro. Alors, je vous avoue que c'est lorsque vous m'avez posé la question que j'ai fait les recherches. Et j'ignorais même que ça existait au Bénin, mais j'ai découvert ça dans le Code de l'enfant, aux articles 51 et suivants du Code de l'enfant. Et je me suis interpellée pourquoi le Code de l'enfant, avant de réaliser que oui, effectivement, quand on parle de procréation médicale assistée, on parle d'enfant. Donc, forcément, on parle d'un embryon, donc qui est un enfant, donc ça ne peut se trouver que dans le Code de l'enfant. Alors, les raisons, très souvent, c'est soit la stérilité, soit l'impossibilité de concevoir, ou alors parfois, vous avez dans les familles ce qu'on appelle des maladies génétiques très graves et qui peuvent se transmettre de famille en famille. Donc, pour éviter que l'embryon soit contaminé par une maladie, on peut procéder à la procréation médicale assistée. La loi a réglementé ça quand même, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un centre puisse faire une procréation médicale assistée, il faudrait d'une part qu'elle ait l'autorisation du ministre de la Santé. Mais pour cela, il faut que les organes du ministre de la Santé vérifient que, le local est adapté, doit avoir tous les appareils qui permettent la procréation médicale assistée. Mais le plus important, c'est que le centre doit avoir un médecin, mais pas n'importe quel médecin. Il faut un médecin qui soit gynécologue, mais gynécologue dans la biotechnologie de la procréation médicale assistée.
La procréation médicale assistée, comme on a dit, la conception in vitro, l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons. Ces 3 techniques n'ont pas besoin d'une personne tierce, parce que c'est important à comprendre ça. Maintenant, quand on parle d'une personne tierce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appelle une autre personne qui n'a aucun lien avec nous, qui n'est pas de notre famille, et on lui demande de donner soit un spermatozoïde, soit, si c'est une femme, un ovule. Donc, ça veut dire que celui qui donne son spermatozoïde permet à un couple d'avoir un enfant. Et la femme qui donne son ovule permet aussi à un couple d'avoir un enfant. Donc, c'est en ça qu'on parle de la procréation médicale assistée avec un tiers donneur. On avait dit qu'il y avait des familles qui avaient des maladies. Pareil pour le tiers donneur. Si on prend un tiers donneur qui, dans sa famille, a des maladies, il ne pourra pas être donneur. Donc, on oblige d'abord à ce qu'on vérifie d'abord si le donneur, que ce soit une femme ou un homme, fasse des analyses. On vérifie le spermatozoïde de l'homme, on vérifie l'ovule de la femme pour vérifier s'il n'y a pas de maladies graves transmissibles. S'il y a des maladies, le tiers donneur non plus ne sera pas éligible à la procréation médicale assistée. Alors, dans l'interview, on a entendu tiers donneur, il y a également mère porteuse, mais il faut rappeler quand même à l'article 52 du Code de l'enfant qu'on ne peut recourir à l'assistance médicale à la procréation que pour cause d'infertilité, de stérilité, d'incapacité physique ou pour éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'assistance médicale à la procréation, poursuit l'article 52, est réalisée dans le respect de la dignité humaine, la protection de la personne et de la famille et le bien de l'enfant. Alors donc, pour faire plus complet, oui. Oui, c'est sur cet article que vous venez de lire, c'est dire qu'on ne se lève pas pour faire la procréation médicale assistée pour le plaisir de le faire. Il faut des raisons, lesquelles passent par peut-être une infertilité dans le couple, une difficulté donc pour le couple de procréer. Parce que justement, dans d'autres pays, on fait de la PMA pour le cosmétique, c'est-à-dire que la dame n'a pas envie d'avoir des rides au niveau de son ventre, elle n'a pas envie elle ne veut pas souffrir comme on a promis à Ève en son temps. Elle veut que les seins restent tout le temps debout et donc elle dit non, je vais aller ici, non, c'est pas ça. C'est que les raisons doivent être clairement établies. Et donc il y a même des conditions d'autorisation, et c'est l'article 53 qui le dit. Tout établissement sanitaire pouvant exercer des activités d'assistance médicale à la procréation doit disposer d'une autorisation spécifique du ministre en charge de la Santé. Cette autorisation présentée sous un format d'arrêté ministériel est donnée en fonction des besoins de la population. Et donc l'article, ça se poursuit. On va revenir un peu sur ces deux éléments-là, le tiers donneur et la mère porteuse. Et on retrouve toujours Maître Nadine de Soussakonou. Quand on recourt à un tiers donneur, on doit passer devant un juge. Là, ça devient juridique. Contrairement à la conception in vitro ou l'insémination artificielle, vous devez aller devant un juge. Le juge doit d'abord, 1, vérifier le consentement du donneur, 2, vérifier le consentement de la famille qui reçoit le don de spermatozoïdes ou de l'ovule. Mais la difficulté dans ce genre de procédure, c'est que le donneur peut un bon matin dire « mais au fond, c'est mon enfant ». Même si je l'ai remis à quelqu'un, ça reste et demeure mon enfant. Et donc, vous, en tant que couple, vous recevez tranquillement un don de spermatozoïde d'ovule, vous êtes content d'avoir un bébé, le bébé vient au monde, et paf, vous avez ce qu'on appelle un papa ou une maman qui vient vous dire, bah, écoutez, c'est mon spermatozoïde, c'est mon ovule, donc c'est mon enfant. Donc se posent des problèmes juridiques qui peuvent aller jusqu'à la juridiction où la personne peut revendiquer ce qu'on appelle la filiation paternelle ou la filiation maternelle. Donc pour éviter ça, le contrat doit être écrit et à l'intérieur du contrat écrit, il est mis de manière non équivoque que le donneur de spermatozoïdes ou la donneuse d'ovules ne peut en aucun cas revendiquer une filiation paternelle ou maternelle, de la même manière que le couple qui a reçu l'ovule ou le spermatozoïde ne peut pas faire ce qu'on appelle une action en contestation de paternité ou de maternité. Je m'explique. Si pas extraordinaire, le couple fait une procréation médicale assistée par l'intermédiaire d'un tiers donneur et qu'il y a un divorce ou une incompréhension dans le couple. Si c'est la femme qui a
reçu, enfin, c'est le spermatozoïde d'un autre homme qui a participé à la conception de l'enfant, le père peut dire, ben, finalement, ce n'est pas mon enfant. Donc, je fais une action en contestation de paternité. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut conseiller aux gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent recourir à la procréation médicale assistée par l'intermédiaire d'un tiers, eh bien, il faut savoir que c'est irrévocable. Qu'appelle-t-on mère porteuse? Mère porteuse, très souvent, elles interviennent lorsque une femme, elle peut peut-être concevoir, mais elle ne peut pas porter la grossesse pendant 9 mois. Soit parce qu'elle a de gros fibromes, soit parce qu'elle a une malformation génétique, parce que son utérus, on appelle ça de l'utérus renversé. Donc, elle ne peut pas, elle peut tomber enceinte, mais elle ne peut pas porter la grossesse jusqu'au bout. Donc, que fait-on? On enlève son embryon, donc peut-être à 1 semaine, 2 semaines, on le transporte dans le ventre d'une autre femme qui va le porter pendant 9 mois. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la femme ne peut ni concevoir ni porter l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une conception in vitro, donc la FIV. Ça veut dire qu'on met l'ovule et le spermatozoïde ensemble dans une éprouvette. Quand ça se couple, que ça devient un embryon, on enlève l'embryon de l'éprouvette et on met dans le ventre d'une autre femme qui va porter l'enfant pendant 9 mois. Mais il y a des conditions. Les conditions, c'est que la mère porteuse doit, avoir déjà 2 enfants. Deuxièmement, elle ne peut en faire un commerce. Troisièmement, elle ne peut porter qu'une seule grossesse. Sinon, ça devient le commerce. Donc, le Code de l'enfant réglemente vraiment bien tous ces aspects-là. Sinon, à défaut, on tombe dans une infraction pénale. Ça veut dire que infraction pénale égale la sanction? Tout à fait. Infraction pénale égale la sanction. L'article 354 du Code pénal a prévu 5 ans à 10 ans de peine de prison ou 500 000 à 1 million d'amende. Donc, quelque part, c'est pour décourager ceux qui veulent faire de la procréation médicale assistée, mais de manière commerciale. Parce que dans les pays développés, on le voit, où on utilise une femme mère porteuse et en fait, on a fait un commerce. Et donc, c'est ce que le Code béninois veut éradiquer, éviter même que ça se développe. Et oui, donc au sujet du tiers d'honneur, je donne lecture de l'article 54 du Code de l'enfant. On parle de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers d'honneur lorsque, et premier tiret, les spermatozoïdes sont fournis par une personne autre que le mari de la femme. Ensuite, l'ovule est fourni par une personne autre que l'épouse légitime de l'homme. Et je pense que là-dessus, il y a des critères médicaux du choix du donneur, lesquels critères sont définis à l'article 55 du Code de l'enfant. Je prie toute personne désireuse de faire cette pratique-là, de pouvoir se référer aux dispositions du Code de l'enfant, article 51 suivant du Code de l'enfant. Je pense que tout y est dit. D'accord. Ça veut dire que quand on ne respecte pas les tests, il y a la loi qui prévoit les sanctions. Oui, tout à fait. Des sanctions pénales sont prévues quand vous ne respectez pas ce qui est prévu dans le code, puisque après, il y a des dispositions également qui parlent des sanctions pénales quand on n'est pas en règle. D'accord. Herman Anyambosu, merci. C'était Dorales Sedles chez vous. On va se défouler un peu avec Ali Moumouni, ce serait dans la rubrique sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23,
95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, on commence par le football avec la Ligue, la Super Ligue Pro du Bénin. Oui, la Super Ligue Pro du Bénin qui a démarré hier mercredi par la deuxième journée après le report de la première à la demande bien entendu des différents clubs. Plusieurs affiches donc étaient au rendez-vous hier, dont celle-ci entre l'AS Cotonou et les Buffles du Borgo. La rencontre a été disputée hier au stade René Pleven de Cotonou 2. La rencontre était vraiment intéressante entre ces deux équipes, comme vous pouvez le constater sur cette image. Il n'y avait pas eu assez d'occasions, de situations dangereuses, mais il y a que la rencontre était quand même de belles factures. Le niveau y était, et puis à l'arrivée, les Buffles du Borgo et l'AS Cotonou se sont séparés sur le score vierge et nul de 0 but partout. Il n'y a pas eu d'équipe qui a réussi à prendre le dessus dans cette explication. Donc, on peut donc estimer que les Paraquois sont tenus en échec, puisque déjà, au départ, sur papier, on estime que c'est la rencontre et c'est l'équipe qui pouvait remporter cette l'équipe favorite pour cette explication. Je vous invite à présent à suivre les deux entraîneurs à la fin de cette rencontre. Il s'agit bien entendu de Youssouf Tiamio, qui est le coach de l'AS Cotonou. Il sera suivi de Sanou Draman, l'entraîneur des Buffles de Parakou. Il faut d'abord reconnaître que c'est une grande équipe qu'on a en face. Mais sur le terrain, ça ne correspond pas à leur nom. C'est un match qu'on devait gagner, si vous voyez, avec nous. Et on a pêché un peu devant les buts. Bon, un point, c'est pas mauvais pour le début. Je vais dire, je suis content. C'est le début. On a vu les défauts, on va continuer par travailler quand même. On venait marquer au moins, prendre les 3 points, mais ça n'a pas marché. Je pense que c'est le football. Sinon, on venait pour gagner notre match. Voilà. Il y a une autre tendance. Donc, je pense qu'on a eu quand même pas mal de problèmes. Mais en deuxième mi-temps, c'était résolu. Ouais, on pouvait même marquer 2. Mais les enfants n'ont pas été très attentifs aux différentes occasions. Alors Wahab, pour cette Super Ligue Pro du Bénin, il y a des équipes qui étaient quand même des surprises, qui se sont qualifiées pour cette Ligue Pro. Il s'agit bien entendu des équipes de la deuxième division de l'année dernière lors du championnat passé. Mais ces équipes déjà maintenant qualifiées pour la Super Ligue Pro, donc qu'on peut estimer être la première division, l'élite cette année. Et ces équipes affichent déjà, bien entendu, comme les anciennes équipes aussi, déjà des ambitions de retrouver les compétitions africaines. On a essayé de poser la question aux entraîneurs des deux formations, Buffle FC et AS Cotonou à la fin de cette explication. Et voici ce qu'ils nous disent. AS Cotonou, nous, on veut jouer la Coupe CAF. On doit faire l'effort de rester parmi les 2 premiers pour pouvoir jouer la Coupe CAF. Donc c'est pour ça qu'on ne veut rien lâcher. À chaque match, on doit prendre chaque match comme une finale. Nous, les Buffles, on veut rééditer les espoirs passés. Donc on veut être champion cette année. Donc c'est ce que nous voulons. À l'instant, Youssouf Tiamio et Sanou Draman, les deux respectivement entraîneurs de l'AS Cotonou et des Buffles du Borgo. Les autres résultats se présentent comme suit. On a donc après cette rencontre séparée, donc cette rencontre qui s'est disputée et qui s'est terminée par le score nul et vierge de 0 but partout entre l'AS Cotonou et les Buffles FC du Borgo. Il y a donc Beki FC qui s'est imposé à Éternel Omnisport C'était donc à Candy sur le score de 2-1. Dynamo qui accueillait Requin FC s'est incliné sur le score d'1-0. Esaïe FC a battu les Dragons de Lomé. C'était aussi une autre affiche très intéressante sur le score de 3-2. Donc 5 buts ont été inscrits au cours de cette explication. Et pour finir, donc Ayema s'impose à Rodio sur le score d'1-0.
Aujourd'hui, on aura la suite et c'est donc une seule rencontre au programme. Ce serait donc Damissa, la nouvelle formation, qui aura pour adversaire Azos de Porto Novo. Ce sera bien entendu au stade municipal de Parakou. Wahab, on change, on va sur le continent pour parler toujours football avec la Coupe CAF et donc les explications, les matchs de la 5e journée ont été disputés hier mercredi et on vous présente ici les résultats. Coton Sport des Garois était donc face à la JS Kabylie. Ils se sont inclinés sur le score de 2-1 à domicile. Namungo s'est incliné également face au Raja Casablanca sur le score de 3-0. Nkana FC s'est incliné face à l'autre équipe de l'Égypte sur le score d'1-0. Orlando Pirates des Afriques du Sud et Espérance Entente Sportive de Sétif se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Salitas s'est incliné à domicile face au CS Facien sur le score de 0 but contre 2. Jaraf s'est imposé à l'Étoile Sahel sur le score d'1-0 et Napsa Stars, surprise, s'est imposé à l'équipe zambienne, s'est imposée à la RSB, à la Renaissance Sportive de Berkane sur le score d'1-0. Aujourd'hui, il y aura donc le dernier match de cette 5e journée de la Coupe CAF et ce serait l'affiche de l'autre béninois évoluant au Nigeria. Je vais parler de Nabil Yarou, le défenseur qui entre-temps était donc le capitaine des Buffles du Borgou. Cette formation se déplacera donc face à l'équipe d'Al Ahly de Benghazi. Ce serait aujourd'hui à partir de 22h. On va s'intéresser depuis quelques jours, on parlait des Jeux Olympiques et donc les tirages au sort ont finalement eu lieu hier. Et donc dans le groupe A, au niveau des hommes, on aura les affiches, on aura donc des équipes qui suivent. Il y aura donc dans le groupe A le Japon, le pays organisateur qui accueille les Jeux Olympiques de cette année. Ils seront dans le même groupe que l'Afrique du Sud, l'autre représentant du continent, le Mexique et donc la France. Dans le groupe B, il y aura la Nouvelle-Zélande, la République du Corée, l'Honduras et la Roumanie. Dans le groupe C, on aura l'Égypte, l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Et pour finir, dans le groupe D, il y aura le Brésil, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Au niveau des dames, il y a 3 groupes qui ont été constitués. Et dans le groupe A, il y a le Japon, le Canada, la Grande-Bretagne et le Chili. Dans le groupe B, on aura la Chine, le Brésil, la Zambie et les Pays-Bas. Et dans le groupe C, on aura la Suède, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, alors on va s'intéresser maintenant à la Ligue professionnelle de basket. La rencontre a été reportée, un match qui devrait opposer, je crois, Real Sport à Aspal. Oui, la rencontre reportée le samedi dernier a été finalement disputée après une décision de la commission provisoire de transition, bien entendu, de la Fédération béninoise de basketball. Et donc, Real Sport et Aspal ont joué leur rencontre hier. C'était donc à Parakou. Et donc, Real Sport qui accueillait Aspal s'est incliné sur le score de 76 à 88. Et Aspal confirme donc sa suprématie et garde toujours la tête au classement, leader dans le groupe B. Merci. Allez-vous vous dire? C'était l'espoir. C'était l'espoir avec vous. On va fêter ensemble maintenant les parutions du jour avec Narcisse Alossé qui a consulté pour nous le travail de nos confrères de la presse écrite. C'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. C'est désormais officiel. La Cour constitutionnelle a rendu hier mercredi le verdict final de l'élection présidentielle d'avril 2021, confirmant la victoire au premier tour du duo candidat Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata Zimé. Présidentielle du 11 avril 2021, écrivent en gros titre les quotidiens La Nation, le matinal, la Cour proclame la victoire définitive du duo Talon-Talata. Résultat définitif de la présidentielle 2021, la Cour confirme le chaos, pointe le journal Bénin Intelligent. Le quotidien Fraternité lui parle du feu vert des 7 sages de la Cour constitutionnelle au duo Talon-Talata pour la gouvernance du Bénin au cours des 5 prochaines années. Le journal nous renseigne que le duo présidentiel prête serment le 23 mai prochain, jour de la fête de Pentecôte. Du coup, Patrice Talon entame son second mandat à compter du 23 mai 2021 à 0h, ajoute l'autre quotidien. Mais en attendant la date du 23 mai 2021 pour l'investiture du duo Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata Zimé, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, un des soutiens du chef de l'État,
remercie ceux qui ont contribué à cette performance du duo de la mouvance. Le quotidien Fraternité nous apprend que Claudine Prudencio a rendu hommage hier mercredi aux militants du parti et à la presse béninoise. C'était à la faveur d'une grande cérémonie au cours de laquelle la présidente du parti, entourée des membres du bureau politique, a félicité toutes les coordinations départementales, communales et d'arrondissement pour le travail abattu sur toute l'étendue du territoire national, rapporte Fraternité. Le journal ajoute que chacune des coordinations a reçu un trophée de mérite pour la participation à ce chaos réalisé par le duo Talon-Talata. Selon mon confrère, l'ancienne ministre et députée s'est ensuite tournée vers les hommes et femmes des médias pour leur dire sa satisfaction pour le professionnalisme et l'abnégation dont ils ont fait montre au cours de cette période électorale. Et derrière, renseigne le journal, des attestations de reconnaissance ont été attribuées à une 60aine de patrons de presse, ce qui est une première au Bénin, conclut le Canard de Ménotin. Parallèlement aux scènes de réjouissance notées dans le rang des partisans des vainqueurs de cette présidentielle, les victimes des violences électorales, elles, continuent de recevoir des gestes de compassion. À la suite des autorités et autres mouvements et associations, l'autre quotidien nous apprend ce matin que les femmes militantes au sein du Parti Bloc républicain sont aussi allées au chevet des soldats blessés. Violence électorale, les femmes BR apportent leur soutien aux militaires blessés, peut-on lire à la 2 de 1 du journal qui placarde la photo de la coordinatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badarou. En plus du soutien moral, ces femmes y sont allées avec un bouquet de roses qui, selon mes confrères, est un signe de compassion et d'affection. Dans la suite, ce matin, les journaux nous informent d'un nouveau redéploiement au sein du personnel de la police républicaine. Bénin, les dernières mutations à la police républicaine, titre Fraternité. Au total, 47 officiers subalternes et supérieurs ont été mutés, précise le quotidien matinal. Selon le quotidien Fraternité, les agents redéployés doivent prendre service au plus tard demain vendredi 23 avril 2021. Le journal publie d'ailleurs la liste de ces agents de la police républicaine qui ont été mutés. De la police républicaine à la presse, le Bénin fait grise mine, constatent les journaux. Sur le tableau du dernier classement mondial de Reporters sans frontières par rapport à la liberté de la presse, le Bénin a encore chuté, écrit en haut de une le journal Bénin Intelligent. La même information fait le gros titre du quotidien Matin Libre. Classement RSF 2021, Bénin, la descente continue, titre la publication. Et selon mon confrère, c'est le code du numérique qui est pointé du doigt. Le journal en a profité pour prendre la réaction des responsables de l'UPF Bénin. Et ces derniers trouvent que c'est un déclin inquiétant d'un modèle. Toujours dans la suite, ce matin, la lutte contre la Covid-19 et le quotidien Fraternité qui nous apprend que des masques ont été offerts à l'organisation non gouvernementale Foyer d'amour au profit des personnes du troisième âge. Le don est d'un opérateur économique qui, selon le journal, apprécie les efforts que déploie cette organisation non gouvernementale en matière de lutte contre la pandémie. Au total, 1000 masques ont été offerts à l'ONG Foyer d'amour, précise le Canard de Ménotin. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 11h, vous aurez un autre bulletin. À 13h, la grande édition de la mi-journée, précédée à midi de la rediffusion de votre émission Actu Matin. Allez, portez-vous bien.